Rendant 6 avril 2013 au 11e Salon du Livre et de la Chanson avec Raymond Gary. Bonjour. Bonjour. Raymond Gary, c'est pas la première fois que vous venez ici à Randan. C'est la troisième fois, je crois, voilà. Troisième fois. Ouais. Dans quel objectif vous venez? Quel est l'intérêt? Oh, il est multiple un petit peu. C'est vrai que c'est un salon du livre, disque, du livre et du disque, comme ça, du livre de chansons. On présente effectivement nos petites affaires, nos petites productions, hein, dans l'espoir un peu d'en vendre quelques-uns et encore. Enfin bon, voilà. Mais surtout, comme il y a du monde un petit peu autour de cette grande table-là, donc on se regroupe entre chanteurs, etc. C'est assez sympa de passer ces 2 jours à discuter, à faire un petit peu. Il y a des gens qu'on ne voit pas forcément beaucoup dans l'année, quelquefois un petit peu, mais quelquefois moins. Et donc, ça, c'est très sympa, quoi. Alors, c'est vrai que dans la salle, vous vous retrouvez par affinité. Oui, alors le placement, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. C'est un hasard. Hein, c'est un hasard de vous retrouver avec les gens. Oui, que je connais mieux. Non, mais c'est très bien comme ça. Mais on fait le tour. De toute façon, on se promène là on va voir aussi les autres. On va faire aussi des emplettes chez les autres. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, vous êtes un enfant qui, au début, était dans le Beaujolais. Et dans le Beaujolais, je ne sais pas si c'est le vin qui fait l'effet, mais on chantait beaucoup, enfant. Et on essayait de chanter juste. Oui, on chante. Enfin, on essaie. Moi, j'ai beaucoup chanté enfant. On était dans les chorales. Mes parents dirigeaient des chorales, voilà, etc. Et on avait aussi une famille nombreuse. On était 6 et donc on chantait facilement. Voilà, mon père ou ma mère menait tout ça et on était capable de faire une chorale dans la famille, quasiment. Voilà, on chantait juste. On apprenait à chanter juste. Oui. Moi, j'ai appris la musique par le chant, voilà, plutôt. Est-ce qu'il y aurait la graine ici de cette chorale de chant révolutionnaire qui vous occupe dernièrement? Oui, elle est un peu aléatoire, ma chorale. Mais oui, d'abord, j'ai aussi à mon tour dirigé des chorales. J'ai essayé qu'elles soient le plus atypiques possible, c'est-à-dire pas trop sur du répertoire choral trop gentillet, on va dire, pour trouver un mot comme ça. Et puis, oui, j'ai fait ça. C'est une chorale, quand elle se met en route, on essaie de chanter là où on ne nous a pas demandé de chanter. Voilà, c'est pour ça qu'elle est un petit peu, voilà, là où on ne nous attend pas. Plutôt dans des endroits où, voilà, c'est-à-dire que je me souviens, il y a 2 ans, par exemple, on avait fait le tour de 2 ou 3 monuments aux morts le 11 novembre, mais pour chanter des chansons pacifistes. Alors, c'est pas toujours bien vu, mais nous, c'est des belles chansons. On chante, voilà. Et puis, c'est plutôt une chorale pour se distraire. C'est pas forcément une chorale pour faire de la grande musique. Voilà, c'est pas pour bien chanter ou même pour chanter juste. Même si ça chante un peu faux, c'est pas très grave, c'est pour chanter. Voilà. C'est pour chanter ensemble? Oui. C'est pour chanter ensemble des chants révolutionnaires? C'est tout ça? Oui, chant révolutionnaire ou chant ou la chanson sociale, on va dire, parce que le chant révolutionnaire, les chants, ils sont révolutionnaires à partir du moment où il y a une révolution, hein, un petit peu des fois. Hein. Ils deviennent révolutionnaires parce qu'ils passent là un vent de révolte ou de changement profond de société, et donc c'est pas forcément typiquement des... Mais c'est vrai que ces chants qui racontent le destin du peuple, les choses sociales, les choses internationales, etc. Pas que l'international, les choses internationales, moi, m'intéressent beaucoup. Et puis trouver des mots il y a des grands poètes qui se sont occupés de ça. Faut pas croire que c'est juste des chants de ralliement pour des manifs. Bien sûr que ça peut être ça. Ça peut être ça, et à la fois d'une grande écriture, d'une grande profondeur d'écriture, quoi. Voilà, c'est ça qui m'intéresse dans les deux. Si on n'a pas compris qu'il y a quelque chose qui vous anime, c'est cet élan, cet engagement, le souci de l'émancipation. Oui, j'ai une petite histoire que je peux raconter là. Je me souviens, il y a quelque temps, j'étais dans la rue à Bourg-en-Bresse où j'habite. Et alors, il y avait 2 personnes qui sont plutôt des gens avertis des choses artistiques et culturelles. Et qui discutaient avec moi, discutaient tranquillement comme ça. Et puis, non, mais quand même, toi, tu es un chanteur engagé. Et je me défendais un peu de ça parce que n'importe qui est engagé. Je veux dire, je chante pas pendant que je vais faire une manif ou que je colle. Enfin, je peux chanter, mais je veux dire, si je colle une affiche, je colle une affiche. Voilà, ça, c'est un autre engagement. Et alors, je me défendais un peu de ça parce que ça me semble un petit peu galvaudé comme terme. Je sais pas ce que ça veut dire. Et puis, il y a un gars qui passe, qui n'est pas du tout dans le milieu artistique et dans la même chose, qui était plutôt un gars que je connaissais qu'on voit traîner un petit peu dans la rue, etc., de Bourg-en-Bresse. Et puis, qui était là et qui dit non, il se mêle de la conversation. Puis il dit non. C'est pas un chanteur engagé, c'est un chanteur engageant. Alors, si c'est possible d'être engageant, c'est encore mieux qu'engagé. Voilà, pour répondre un peu à la question. Ça, c'est pas mal. Oui, enfin, c'est une petite anecdote. Et puis, votre dernier album, Ponchon et compagnie.
C'est un album, un livre à couper au couteau. C'est ça, oui. Alors j'ai voulu faire dans ces derniers albums des livres qu'on découpe page après page, comme ça se faisait avant, un petit peu pour les découvrir petit à petit. C'est-à-dire qu'on couperait la page qu'on va lire, mais pas la suivante, on attendrait. Et puis effectivement, avec le couteau de cuisine, voilà, c'est bien, avec une huître ou une tranche de saucisson en essuyant le couteau sur le revers du pantalon, et puis on continue à lire. Voilà, les deux vont très bien ensemble. On sent le papier, on coupe, je veux dire, il y a un côté, l'objet m'intéresse aussi beaucoup. L'objet a autant d'importance que ça sent l'encre, c'est un vrai livre. Voilà. Alors, qui est ce Ponchon? Ponchon, c'est un Raoul Ponchon. Moi, je l'ai connu par rebond pour avoir trempé pas mal dans la poésie de Richepin. De Jean Richepin. Alors Jean Richepin, on le connaît un peu grâce à Brassens. Voilà. Alors moi, grâce à Brassens, rebond Richepin, rebond Ponchon. Ponchon, Richepin, donc on en a fait un disque, etc. Moi, j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup cette poésie-là. Et puis petit à petit, j'ai bien vu qu'il avait un copain, un grand copain, son grand copain s'appelait Raoul Ponchon. Richepin disait, on est copains comme Ponchon. Donc là, voilà, je ne peux pas l'inventer, c'est lui qui le disait. Alors, ils étaient cul et chemise, comme on dit, ou chemise et cul, peut-être on pourrait dire. Ça Tout dépend qui fait la chemise. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ce bonhomme était un espèce d'hirsute, un peu un ours. Un petit peu un Brassens avant l'heure, un solitaire. D'ailleurs, l'écriture était espiègle, comme celle de Brassens. Elle est moins universaliste que celle de Richepin, elle est plus chansonnière. Voilà, il faisait il appelait ça des gazettes rimées. Il écrivait dans les journaux, dans 3 journaux différents pendant au moins 50 ans, 40 ans, 50 ans. Il a écrit toutes les semaines, il écrivait un texte pour chaque journal, un texte de poésie, presque de chansons, des fois des refrains. C'était l'époque de faire ça, d'être très proche de la chanson, parce qu'il fallait que ça se dise après dans les cabarets, etc. Et il écrivait sur l'actualité, ou pas que, mais tout ce qui passait, un petit événement un jour, pof, il y avait la poésie correspondante. On trouve bien le chansonnier là derrière. Oui, c'est ça, Raoul Ponchon. C'est très. Et alors, voilà, et pour finir par rapport à Richepin, ce bonhomme qui a jamais voulu être publié de son vivant, il voulait pas ça, il voulait pas cette affaire-là, et donc il a quand même accepté une fois que Richepin est mort, parce qu'il a vécu un peu après Richepin, et il a quand même accepté d'être publié et d'avoir une rente à l'Académie Goncourt. Voilà, parce qu'il était un peu tout seul après quand Richepin est parti. Mais pour la petite histoire, ce bonhomme, dont je pense qu'il était solitaire, plutôt un peu solitaire, a été enterré dans la tombe familiale des Richepin en Bretagne. C'est-à-dire quand il est mort, eh ben la famille, les enfants de Jean Richepin ont enterré son copain dans la tombe familiale, ce qui est un truc un petit peu rare, voilà, comme ça. Hommage à Ponchon, mais et compagnie. Oui, c'est presque un prétexte, Ponchon. C'était pour le faire connaître. C'est-à-dire que si les gens vont chercher chez les bouquinistes ou sur Internet, ils vont trouver... Il y a un magnifique blog sur Ponchon où il y a, comme c'est libre de droit, il y a tous les textes, etc., triés par année, par thème, etc. C'est magnifiquement fait. Alors la compagnie, c'était pour dire, ce Ponchon et compagnie, je voulais pour une fois chanter des chansons qui ne sont pas les miennes. Je voulais me faire interprète. Comme je dis au début, une fois n'est pas changer de costume, une fois n'est pas costume. Voilà, une fois n'est pas coutume. Mais quand je dis ça, c'est le même mot, coutume et costume. C'est l'accent circonflexe qui se transforme en S, plutôt le S qui se transforme en accent circonflexe, comme dans hôpital ou hospital, quoi. Donc, une fois n'est pas costume. Et donc, j'ai chanté des chansons pas les miennes. Alors, de gens qui sont d'ailleurs à Random, par exemple, aujourd'hui, il y a une chanson de Michel Bernard, par exemple, pour ne citer qu'elle. Et puis, il y a aussi plein d'autres textes. Par exemple, de Michel Boutet, qui est là aussi... Ce 6 avril, là, aujourd'hui, des textes. J'ai mis des textes comme un recueil de poésie. Donc des chansons, des textes d'autres chansons. Et puis aussi à peu près une vingtaine de personnes qui m'ont répondu à une question que j'ai voulu d'insérer là-dedans comme un essai, pour faire une espèce d'essai sur la chanson. J'ai fait 3 en 1, peu importe. J'ai fait un truc... c'est un peu ni queue ni tête, mon affaire, mais c'est comme ça. J'aime bien ça aussi. Je vois pas pourquoi il y aurait des queues et des têtes partout, quoi. Voilà, hein. Et alors donc... j'ai essayé de poser une espèce de question qui était à peu près comme ça, qui était est-ce que la chanson, ça sert encore effectivement à l'émancipation humaine? Est-ce que ça sert pour éclairer, c'est des grands mots, un chanteur, une chanson, est-ce que ça sert encore un peu à éclairer demain? Est-ce que cet objet artistique-là peut nous ouvrir des voies, des portes de sensibilité et de réflexion? Pas que de sensibilité. C'est une question bien au goût du jour. Est-ce que la chanson est un fait simplement d'une génération?
Alors, elle passe pas. C'est que il y a des gens qui se débrouillent pour qu'on l'entende pas, celle-ci, mais elle est dans l'ombre, comme ça, elle est par-dessous. Évidemment, si elle est moins mise en valeur, elle est forcément un petit peu, on sait pas où elle est, mais elle existe, cette chanson à texte qui dirait je dirais elle a tous les droits de faire partie du débat. Vous voyez, je donne un exemple. Je pense qu'il y a 30 ans ou 40 ans, avec peut-être des difficultés là-dedans, mais quand il y avait un meeting, je prends un truc très simple, un meeting politique, d'un parti politique, il y avait forcément une partie artistique. Mais la partie artistique était le reflet de ce qui avait été dit avant, et ça s'était redit d'une façon, c'était pas pour souffler derrière, c'était pour redonner avec les artistes, avec la peinture, avec la sculpture, avec la chanson, avec ce que vous voulez, la danse, refaire partie du débat qui avait déjà eu lieu du début de la journée. C'est-à-dire qu'on faisait partie de la chose. C'est évidemment avec de la poésie, évidemment peut-être avec de la douceur, de la chaleur, d'autres angles, etc. Mais avec la même volonté de... Tandis que maintenant, moi je le vois, quoi, je dis, y compris chez nos amis de gauche, je vois des choses comme ça, des rassemblements, et puis après on a un truc nullissime derrière qui a été programmé, parce qu'il faut se détendre. Mais ça ne sert plus qu'à se détendre. Alors que je vois pas pourquoi. L'art, ça sert bien à s'occuper des choses, quoi. Je veux dire, tout simplement. Et ça nous fait pas de mal. On revient à la grande question de l'éducation populaire, oui, qui vous est chère au cœur. Oui, c'est ça, mais c'est ça, oui. C'est ça que ça veut dire populaire. Ça parle des questions que se pose le peuple, enfin, des questions de nos questions à nous, de nos questions essentielles. Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Ça parle de ça. Et la chanson, elle a bien le droit de parler de ça. Pas simplement une petite historiette d'amour, et puis voilà. Jean Ferrat disait, il y a la chanson d'expression et la chanson de consommation. Pas de problème, vous citez bien dans la chanson d'expression. L'autre, c'est quoi? Vous avez du mépris ou simplement elle ne vous intéresse absolument pas? Non, y a pas. Enfin, moi, j'ai pas de mépris par rapport aux gens. Enfin, je veux dire, ici, je peux avoir du mépris par rapport à des voleurs, ou des gens qui payent pas leurs impôts, etc. Ça, c'est plus que du mépris. C'est même pas du mépris personnel, c'est du combat. C'est pas du tout du mépris. C'est même pas des histoires à soulever personne par personne. C'est l'histoire à soulever collectivement, évidemment. Ça ne devrait pas être possible. Ça ne devrait pas être possible qu'un chanteur, et que ça soit dans n'importe quel autre métier, qu'il y en ait un qui gagne 1 000 euros et qu'il y en a qui gagne 1 million d'euros dans le même temps. Ça devrait être impossible. De fait, ça devrait être impossible. On peut me raconter ce qu'on veut. L'un est bon, l'autre est mauvais. Je m'en fous de tout ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec le commerce ou je sais pas quoi. Tout le monde a le droit de faire du commerce à hauteur de ce qu'il a gagné en partageant les richesses. Voilà. Allez, vite. Moi, elle me met en colère beaucoup quand elle rabaisse. Quand elle dit à l'autre, je te donne ça parce que j'avais eu une discussion avec une chanteuse, une jeune chanteuse une fois qui disait oui mais alors dans ce que tu dis là alors vraiment là tu me dis ça et ça et ça, tu me donnes telle et telle indication ou conseil un petit peu comme ça, puis elle me dit mais la barre est vraiment très haute quoi, elle est toujours haute. Eh bien moi c'est une blague que j'ai répondu, mais j'ai dit plus on met la barre basse, plus on nous demande encore de passer dessous, parce qu'il ne faudra jamais passer par-dessus. Il faut toujours passer dessous, donc on nous demandera de ramper, y compris si la barre est par terre. Donc moi, tout ça, considérer que le peuple ne peut passer que dessous les barres, et on la met la plus basse possible, c'est un grand mépris, effectivement. Mais c'est pas... Alors, j'ai pas du mépris en retour. J'ai de la colère, et puis du combat, mais pas du mépris. Il n'y a pas à mépriser ça. Il faut se combattre, ça. J'ai assisté la semaine dernière, je ne vous dirai pas le nom du groupe, un groupe qui a beaucoup de succès ces temps-ci, et dans le concert, le chanteur principal interroge le public, comme s'il n'était qu'une seule personne, oui. Et il lui dit est-ce que tu veux de la chanson ou de la musique qui bourrine? On est en plein dans ce que vous dites. Oui. Et le public a dit bien entendu de la chanson qui bourrine. Il disait tu? Il disait tu au public, comme si c'était un seul individu. Mais c'est vrai que c'est un seul individu, mais il ne s'agit pas de dire tu, parce que moi, c'est un individu que je ne connais pas. Alors déjà, je vous voirais, même si je considérais que c'est vrai qu'une entité... Alors, c'est un seul individu, surtout quand on considère qu'il y a une masse en face. Évidemment, très vite, on sait très bien qu'il y a 100 personnes, c'est 100 personnes différentes. Et qu'il y a... Moi, je ne dis pas tu, c'est pour une personne, c'est pas pour... ça. Donc...
vous qui inclurez à la fois une personne et tout le monde à la fois. Le vous, c'est pour ça qu'à un moment donné, le vous est approprié pour parler, pour dire les choses au public. Mais on n'a rien à dire au public. Il faut chanter les chansons, puis c'est bon, quoi. Mais le tu était pas innocent là. Enfin, Oui, étant donné qu'il attend une certaine réaction, il le prépare Je suis à d'accord. dire cette réaction en n'en faisant qu'une Je masse. n'aime pas ce tu. Ce tutoiement-là. Parce que tutoyer, c'est se tutoyer. Et je vois pas. En plus, on se tutoie évidemment, se tutoyer, c'est-à-dire se rapprocher. Hein. J'ai tutoyé les étoiles, c'est-à-dire que je me suis rapproché des étoiles. Mais c'est-à-dire, on se rapproche pas des gens. On propose une aventure artistique pendant 1 heure et demie. Mais on ne se rapproche pas des gens en eux-mêmes, on ne va pas dans leur vie. On leur propose le reflet de notre vie commune, mais après, ils ne nous connaissent pas plus, pas moins. Notre vie, ils ne la connaissent pas. Je veux dire, évidemment, on peut se mettre là-dedans, mais je veux dire, ce n'est pas une histoire réelle, ce n'est pas de la réalité, c'est après. Avant et après, on redescend sur scène. Et, bonjour monsieur, bonjour madame, je ne vous connaissais pas, moi non plus. On a le droit, on dit bonjour après. Mais là, on peut se tutoyer au bout d'un moment, mais pas pendant le spectacle. D'avoir reçu en 2008 le prix Jacques Douai, c'est quelque chose qui vous a touché. Oui, beaucoup, parce que d'abord, comment dire, c'est un espèce de prix qui n'est pas un prix, quoi. C'est Jacques Douai. Moi, ça m'a touché parce que je connaissais Jacques Douai un petit peu. J'avais été chanter chez lui dans son théâtre à Paris, là. Et puis voilà, par exemple, du répertoire qui était amené, qui était à cheval sur la chanson et dans les chorales. On avait les recueils signés Jacques Douai. C'est-à-dire qu'on avait les chansons québécoises, on avait un ou deux Ferré, on avait, voilà, dans les recueils, 2 chansons de chorale. Et donc, il a vraiment fait le lien entre alors lui, l'éducation populaire, il sait ce que c'est. Ça m'a beaucoup touché parce que c'est pas un truc qu'on réclame, c'est un truc interne à la profession. Alors tout d'un coup, on a Anne Sylvestre qui appelle, ah mais tiens, il y a un prix là, tu sais, depuis 2-3 ans, etc. Ben, on a décidé que c'était toi. Voilà, et puis c'est une reconnaissance de ses parrains et marraines de chansons, de ses voisins de chansons, de ses frères et sœurs de chansons. Donc ça fait du bien, c'est ça. C'est pas plus que ça, hein. C'est pas plus que ça n'a aucune notoriété. Personne connaît ça à part nous. Mais ça fait rien. Enfin, à part nous, à part toi, à part nous, à part ce cercle-là dont on dit qu'il est tout petit, là. Il est dit qu'on reconnaît par ce prix, hein, dont c'est l'intention de ceux qui le donnent, c'est un certain art de la chanson, 2, quelqu'un qui respecte et qui élève le public, ça rejoint à ce qu'on disait tout à l'heure, l'éducation populaire. À nouveau, il est dit dans les textes du prix Jacques Douai, émancipation par la culture. Il est bien tombé. Oui, peut-être si je peux commenter ça. L'élévation du public, c'était une phrase. Alors quand Jacques Bertin présente ça, il redit bien tout ça, etc. Je sais pas si on a suffisamment je veux dire, si on peut s'octroyer le droit ou le pouvoir d'élever les autres, quoi. Je veux dire, je suis pas sûr de ça. C'est beau, c'est un peu beau. La phrase est un peu trop belle pour être un peu honnête. Oui, mais c'est les autres qui le décident. Non, d'accord, bien sûr. Mais par contre, oui, l'émancipation, mais de nous-mêmes en même temps. C'est-à-dire pas des. Les artistes ne sont pas là pour émanciper les autres. Les artistes produisent ce que les autres leur ont transmis pour éventuellement On s'entend bien. Ouais, ça, qu'on avance tous ensemble. C'est pas dans un sens ou dans voilà. C'est plutôt ça. Donc l'élévation du public, ça va toujours. J'ai trouvé ça un tout petit peu beaucoup. Mais ça n'empêche pas que je suis d'accord avec tout ça, évidemment. C'est très beau. Et puis moi, je suis d'accord avec ça. Je veux dire, voilà. On est, en tout cas, l'artiste, quel qu'il soit, il a un rôle à jouer. Ou alors c'est pas la peine qu'il existe. Enfin, je vois pas pourquoi. D'ailleurs, pourquoi il y aurait de l'argent passé là-dedans. C'est bien que c'est pas simplement pour divertir, etc. Il a un rôle à jouer pour demain. Oui, on disait tout à l'heure. Effectivement, pour l'émancipation humaine, quoi. Globalement humaine, quoi. Au début de notre entretien, vous avez évoqué l'intérêt de venir ici à Randan pour rencontrer les autres. Cette idée de réseau, d'amis, ça rejoint un peu cette histoire de reconnaissance des pairs du travail que l'on fait, au point que même vous allez, je finis, à Saint-Julien-Molin-Molette faire des ateliers, transmettre. Oui, alors, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait parce que c'est un peu... Enfin, ça s'est pas arrêté puisque ça reprend un peu cette année à Saint-Julien, à Molin-Molette, chez Michel Bernard, là, qui est là aussi d'ailleurs dans le salon, là. Oui, et en même temps, je fais exprès un petit peu comme ça. Et en même temps, il faut s'en méfier du réseau. Les artistes n'ont pas forcément besoin de se retrouver entre artistes. Il faut qu'ils se méfient de ça. Moi, je pense que... Quelqu'un me disait l'autre jour, j'ai l'impression, depuis que je t'ai vu, je t'ai vu il y a 3 ans, 4 ans, il me semble que tu arrives encore à trouver des choses on a l'impression que tu progresses.
Mais je vois pas pourquoi je progresserais pas. Mais le progrès, on va pas le chercher forcément chez les autres artistes, on va le chercher dans la vie autre, d'autres métiers, d'autres réseaux, d'autres gens qui se contrefoutent de la chanson et qui ont bien raison de s'en contrefoutre. Je veux dire, quelqu'un qui a pas de toit, il a besoin d'un toit, il a pas besoin de chanson. Alors peut-être qu'il il peut être autant amoureux de la chanson que moi, mais je veux dire, vous voyez, je me méfie un petit peu il faut s'en méfier, il faut en profiter, c'est très agréable ces rencontres, etc. Mais en même temps, on est qui pour... Il n'y a pas les artistes, la grande famille des artistes, et puis les autres, ils n'ont rien compris à la vie, quoi. Il n'y a pas plus la grande artiste, la grande famille des cheminots. Et des fois, il y a aussi des conflits. Bon, tant mieux s'il y a des familles, mais elles ne sont pas plus belles chez les artistes qu'ailleurs. Elles ne sont pas moins belles non plus. Hein. Et je veux dire, c'est important de dire ça, comme si les artistes étaient magiques. Non, non, il n'y a pas plus de magie. Il y a de la magie aussi partout ailleurs. Et l'hommage qui a été rendu en 2006 à Barjac. Oui, bien sûr. On parle d'ovation. Oui, c'était le cas, mais c'était le cas, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Mais pareil, je dirais pareil, évidemment, je le prends évidemment comme un grand bonheur, etc. Évidemment, que si je disais le contraire, les gens diraient, mais qu'est-ce que... Mais j'ai envie d'en dire un peu plus en même temps, un peu plus que le bonheur qu'on prend, un peu plus que l'émotion dont on se souvient de cette soirée-là, etc., qui est un petit peu magique aussi, etc., et qui se reproduit pas forcément à chaque fois. Elle joue sur plusieurs choses. Elle joue sur le fait que beaucoup de gens me connaissent que de nom et pas vraiment dans la salle, ce jour-là. Me connaissent de nom, mais pas sur scène. Donc ils me découvrent. Donc ils savent pas que ça fait 20 ans que je chante. Que c'est comme ça. C'est pas de ma faute, c'est pas de la leur. Et puis après, ça joue aussi sur le nombre. C'est plus facile de travailler sur l'émotion avec 600 personnes qu'avec 100 ou 50. Méfions-nous de ça aussi. La foule, le nombre, est à la fois un bonheur, mais jusqu'à un certain point un grand danger aussi. C'est-à-dire que le stade, le zénith, l'écran géant, c'est un petit peu plus la dictature que l'art, hein, pour aller vite. C'est-à-dire que c'est facile, l'émotion. Hitler produisait de l'émotion dans ses discours. Évidemment, c'est sur l'émotion qu'il tenait. Et il faut se méfier de ça. Donc j'ai un grand souvenir de ça, et en même temps je sais ce qui se passe, quoi. Je sais aussi et je me dis, je réfléchis à tout ça, et je réfléchis comment effectivement, avec des chansons que je tire, qui sont des grandes chansons comme ça, etc., où je mets beaucoup d'émotions, mais pas que de l'émotion, du sens. Je sais que ça peut travailler sur des choses qui sont éventuellement limite. Attention, soyons bien conscients de ce qu'on fait, de ce qui se passe. Beaucoup, toujours. C'est un moment. Oui, c'est ça. On peut en garder le souvenir. Un grand souvenir, un grand bon souvenir. Mais la vie continue. C'est ça, c'est pas la vie. C'est un moment dans la vie privilégié, c'est pas la vie. Après, il y a la vie. Après, le lendemain, on est chez soi, puis on fait la vaisselle, quoi. Je sais pas, la vie, c'est plus la vaisselle que la vie... La vie quotidienne, la vie réelle, c'est plus les choses de tous les jours que Barjac pendant une heure. Bien sûr que oui. Dans un texte de Michel Quimper, ouais. Michel Quimper s'amuse à dire, tiens, Raymond Gary, les initiales, c'est RG. Oui. Vous êtes allé du côté de la BD un petit peu, mais avec Tardy. Oui. Vous avez rencontré Tardy, vous avez travaillé avec lui. Alors j'ai travaillé un petit peu avec lui. J'ai rencontré en fait... je l'ai rencontré par l'intermédiaire de Francesca Solville, parce qu'eux, ils se connaissent bien, hein, avec Tardy, puis avec Dominique Grange, qui est la compagne de la chanteuse, Dominique Grange. Hein. Alors j'ai été très touché parce que moi, je m'y connais rien en BD. Je connais un petit peu Tardy, mais je connais quelques, mais pas beaucoup. Je suis pas très branché BD. Mais j'ai été très touché de rencontrer Dominique Grange dans le sens où c'est quand même une espèce de d'égérie comme ça. Je suis assez respectueux de ça. Au-delà de la chanteuse, avec la chanteuse, mais au-delà de la chanteuse, une espèce de représentante comme ça de quelque chose, de lutte avec la chanson, hein, des années 68, etc. Moi, j'avais 15 ans, je chantais Nous sommes tous des Juifs allemands. Je savais que 16 ans, il s'agissait de Cohn-Bendit qui venait se faire renvoyer dans la moitié de sa nationalité. Là. Je sais ça. Et ça me touchait beaucoup. Ça me touche encore beaucoup. Et donc, quand j'ai rencontré ces deux personnages-là, voilà, de fil en aiguille, voilà, j'ai dit à Tardy, et une pochette, pour moi, ça serait... C'était oui tout de suite. Et puis dans des conditions, évidemment, amicales, etc. Et c'est très agréable aussi de rencontrer des gens comme ça. Parce qu'on se sent un peu épaulé, la main dans la main. C'est très touchant. Vous connaissez tout son travail autour de la Première Guerre mondiale, oui. 14. Oui. Et puis, je ne veux pas dire, il a remis ça, mais dernièrement, il a sorti un album. Non, je l'ai pas lu encore. Sur son père. Oui, je sais bien. Ouais. Il parle de son père prisonnier, etc. Je sais qu'il a sorti ça. Oui. Non, je l'ai pas encore lu. Enfin, je l'ai pas encore regardé et lu et contemplé. Mais oui, je connais. Et puis tout ce qu'il a fait aussi autour de la commune, etc.
Oui, Magnifique travail. le cri du peuple. Le cri du peuple. Est-ce que vous feriez une analogie, et dans ce cas-là, laquelle, entre ce qui se passe par la BD, cet art qu'est la BD, et l'art qu'est la chanson? La chanson, en gros, paroles et musique, on mélange paroles et musique. La BD, on mélange du texte avec de l'image. Oui, je dirais vraiment oui, parce que d'abord, ça mélange deux arts. D'accord, hein, il y a la peinture, on va dire pour la BD, la peinture ou le dessin, etc. Et puis la littérature dans la BD, la musique et la littérature de nouveau. Et donc, on a mélangé deux choses pour en faire soi-disant des arts mineurs, mais on s'en fout de ça, faut complètement. Mais je veux dire, en tout cas, des choses plus populaires, plus directes, plus limpides, comme ça, qui avanceraient plus vers les gens. Oui, et moi, ça me fait penser à ça. Je répondrai avec ça. Pour avoir discuté une fois ou deux avec Jacques Tardy, il m'expliquait, quand il faisait ces choses sur la guerre de 14 ou sur la commune, etc., qu'il cherchait ce réalisme-là. Moi, je cherche aussi du réalisme dans les chansons. Par exemple, quand quelqu'un me dit moi j'écris ça, mais peu importe ce que les gens vont comprendre, ils comprendront ce qu'ils veulent. Ça ne me va pas, ça. Moi, j'ai envie que les gens comprennent ce que j'ai écrit. Après, qu'ils imaginent plein d'autres choses que je n'ai pas écrites, oui, mais qui me disent, c'est bien une chanson là-dessus que tu as écrit, puis on comprend bien ce que tu dis là. Moi, par contre, de mon point de vue, d'accord. Ça, d'accord. Mais ce que j'ai écrit, voilà. Et Tardy est beaucoup là-dessus. Il dit, je veux qu'on comprenne, quand je parle de la guerre de 14, je veux qu'on comprenne l'angle historique et politique sur lequel j'ai envie de parler de la guerre de 14, etc. Oui, j'ai pas envie de laisser du flottement, j'ai pas envie de laisser du flou. Le flou, il appartient à celui qui a écouté la chanson et qui va repartir avec et qui le lendemain s'en souviendra dans toute autre circonstance. Voilà. C'est l'appropriation. C'est ça, il s'approprie à ça. Et il fait son interprétation avec son propre cadre de référence. Voilà, et ce qui fait que des fois on chante une chanson et les gens vous disent, viennent vous voir et puis vous disent, c'est marrant votre chanson, il m'est arrivé exactement la même histoire. Et moi ça m'est arrivé une ou deux fois de dire, mais moi elle ne m'est pas arrivée réellement. Par contre, celle que je raconte, c'est une histoire réelle. C'est pour ça que vous la ressentez. Mais des fois, comprenez bien, moi, si je mets mon père dans une chanson, il va s'agir du vôtre quand vous allez entendre. Mon père, on s'en fout. Moi, il m'intéresse moi, mais il vous intéresse pas bien vous, c'est normal. Chaque chanson, c'est un petit roman, c'est un petit récit, c'est une situation. Voilà. Et puis, j'aime beaucoup penser que du coup, il ne s'agit pas d'une chanson sur mes affaires, ou mon père par exemple, il s'agit d'une chanson sur le père. Je partage une chanson avec le père de l'autre qui écoute. C'est pour ça que je ne peux pas lui dire tu comme ça quand même. Ce que vous dites m'intéresse beaucoup. Lorsqu'on voit à la télévision des interviews de certains acteurs, on ne dit pas le personnage que vous jouez, mais vous. Et on donne le nom de l'acteur, vous faites ceci, vous faites cela. Le personnage disparaît. Peut-être que certains de vos collègues entretiennent ceci, à tort ou à raison, en jouant un petit peu, peut-être avec le feu, de laisser penser que tout ce qu'ils chantent, c'est ce qu'ils vivent. Ça me met en colère aussi. Ouais. Parce que, effectivement, je veux dire que ce qu'on chante, quand on est auteur, compositeur, ce qu'on chante correspond à ce vers quoi on voudrait être, ce vers quoi on voudrait aller, ce que l'on voudrait être, ce qu'on tente parfois d'être, ce qu'on voudrait pour les autres. Tout ça, on est d'accord là-dessus. Mais ce que l'on est dans la réalité, il y a forcément un décalage. Alors évidemment, on enjolive, on met des petits rubans partout, on met des arcs-en-ciel dans tous les coins, y compris quand les choses sont les plus froides et les plus dures possibles, on met de la couleur dedans. Alors les gens disent, c'est vachement beau, etc. C'est ton histoire, le machin. Alors quand on est redescendu sur scène, je dis oui, j'ai fait tout ce que je pouvais pour que l'histoire, même si elle est terrible, soit en même temps la plus belle possible. Mais moi, je fais comme je peux, puis toi aussi, quoi. Hein. Là, on peut redire tu. Hein. Je dis, ben oui, on fait chacun comme on peut. On bricole. C'est ça, on bricole. Et on n'est pas, effectivement, cette espèce de côté où... Ça va beaucoup aussi avec le fait vous savez, ces gens qui parlent de... Chez les chanteurs, il y a peut-être même encore plus ça que chez les comédiens, des fois, parce que les comédiens, ils peuvent se dégager du côté du rôle. Nous, on joue effectivement, on met en route ce qui serait... ce qu'on pourrait imaginer être nous-mêmes, mais c'est pas vrai, mais c'est bon. Et je trouve que le côté, par exemple, alors vous arrivez dans un artiste qui arrive dans une radio, alors qu'est-ce que vous faites en ce moment? En ce moment, j'écris parce que je suis très inspiré, alors ça me met en colère, ça ne veut rien dire du tout. L'imagination, je ne sais pas trop ce que c'est, l'inspiration, je sais encore moins ce que c'est. Mais elle tomberait d'où pour tomber seulement sur les artistes et pas sur les plombiers zingueurs?
Alors, on a l'imagination qui tombe. En général, c'est du ciel qu'elle tombe. C'est très bizarre. Moi, c'est plutôt des choses que je vais chercher dans la terre. Bon, Tardy aussi, il dirait ça. On va creuser dans les sillons ou dans les tranchées plutôt que pour aller chercher les choses. Je veux dire, ça tombe pas. Et alors, du coup, ça tombe, il y a deux personnes. Vous mettez deux personnes. Vous mettez un chanteur et un plombier zingueur. Puis, comme par hasard, au dernier moment, ça bifurque sur le chanteur. C'est quoi ces conneries? C'est pas ça. Tout le monde a la même capacité d'imagination, d'invention dans lui-même. Alors nous, on en fait un métier. Alors évidemment, on prend de l'avance. Il faut le dire qu'on prend de l'avance. Il ne faut pas dire nous sommes inspirés et les autres, ils ne peuvent pas comprendre, quoi. Nous, on a tellement des questions existentialistes à mettre en jeu devant vous. Tout ça ne m'intéresse pas beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut constamment dire que, évidemment, c'est de la magie. Mais une fois que la magie est finie, quand on est à la radio comme maintenant, là, enfin comme l'interview qu'on fait maintenant, c'est pas de la magie. C'est simplement, on discute, etc. Mais voilà, et je trouve ça insupportable. Mais quand on étudie au lycée les grands auteurs, on a l'impression qu'ils ont su écrire immédiatement. On n'explique pas bien, on ne nous montre pas, j'allais dire tous les brouillons, leur essai à la manière de. C'est rarement des gens complètement anéantis socialement, physiquement, financièrement, qui produisent des artistes. Les artistes viennent toujours d'un milieu déjà artistique en général, etc. C'est dramatique d'ailleurs, mais c'est qui prouve bien que effectivement, mais n'importe quel artiste, on pourrait faire le tour de ça. Eh ben, on s'aperçoit que finalement la fibre, elle était prise avant et qu'on a baigné dans un truc. Comment voulez-vous? C'est ça. Alors on sait, on a compris des choses parce qu'on les a vus vivre. Je veux dire, il n'y a pas besoin de, je sais pas, il n'y a pas besoin de faire des études de cuisine pour faire les recettes qu'on a vu faire de sa mère ou de son père à la maison. On sait faire le gratin dauphinois. Si on l'avait vu faire tous les dimanches, le gratin dauphinois, on a 20 ans, on sait faire le gratin dauphinois. On n'a pas besoin de recettes. Tu cuisines bien, mais on cuisine pas bien. C'est bon. Alors, il y a tout ça qui joue là-dedans, sauf qu'il faut qu'il y ait aussi. Donc, c'est très privilégié. D'ailleurs, le milieu, encore maintenant, on croit que ça se démocratise, mais pas tout à fait tant que ça. C'est le papa qui parle, là ? Oui, un petit peu. Oui. Jeanne Garraud. Ouais. Un petit peu, forcément. Je vais donner une anecdote. Je vais en donner une. Je ne veux pas trop parler il faut qu'elle parle elle-même. Mais je me souviens une fois, alors elle travaillait le piano, etc. Et alors elle est bien plus musicienne que moi, un niveau bien au-dessus pour composer, etc. Et puis alors elle faisait, comme beaucoup d'enfants, elle jouait la lettre à Élise. Bon, alors elle jouait ça, notamment. Alors elle joue ça, etc. Et puis au bout d'un moment, viens voir. Alors je vais voir dans l'endroit où il y a le piano à la maison. Et puis elle me dit, je vais te faire la lettre à Élise façon Brel. C'est-à-dire avec beaucoup d'arrêt sur image, de sentiments, d'émotions exacerbées. C'est-à-dire eh ben, elle avait compris qu'on peut s'amuser avec la musique. C'est-à-dire que plutôt que de jouer de la musique, on peut jouer avec la musique aussi. Donc ça veut dire, mais ça, personne ne lui a jamais appris, sauf qu'elle l'a vu faire, elle a baigné là-dedans. Donc on prend de l'avance un petit peu. Alors après, on se dit, tiens, je voudrais bien faire chanteuse. Ben oui, forcément. Non, c'est tout. C'est juste pour dire ça. Hein, voilà, c'est pour donner un exemple. Voilà. Mais c'est vrai ça. Donc ça en même temps, c'est pas très drôle de dire ça, parce que ça veut dire que, on voit bien que les milieux se mélangent encore moins qu'il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, on le dit. Hein, dans les grandes écoles, il y a encore moins d'ouvriers, encore moins de machins. Pour les artistes, c'est pareil. Il ne faut pas croire qu'on soit les meilleurs. Hein. Pareil. Ça aide. Oui, mais c'est dommage que tout le monde puisse pas être aidé, quoi. Et puis, on pourrait élargir ça. Pourquoi est-ce qu'il y a des artistes professionnels? Pourquoi est-ce que tout le monde ne pourrait pas avoir un bout d'art, etc., etc. Le fils d'imprimeur hérite de l'imprimerie. Oui, l'enfant de la balle, c'est ça, ça vient de là, l'enfant de la balle, parce que c'est les balles pour ancrer les lettres. Ah, les balles, comme des balles de tissu. Ouais. L'enfant de la balle, ça n'est pas les jongleurs, c'est les ballots, c'est ça, c'est les balles pour l'encre. Ouais. On va faire un petit clin d'œil, si vous l'acceptez, à Tardy, oui. Qui est tant imprégné de cette grande guerre mondiale. Est-ce que vous accepteriez de faire une petite lecture d'une lettre de Poilu? Il y avait quelques années, France Inter, même France Bleu, avait rassemblé les lettres de Poilu dans ce recueil. D'accord, il y a une page, quoi, à peu près. Hein. Une petite page. Le lecteur se racle la gorge. 31 mars 1916. Mes bons chers parents, ma bonne petite sœur, il me devient de plus en plus difficile de vous écrire. Il ne reste pas un moment de libre. Nuit et jour,
il faut être au travail et au créneau. Du repos, jamais. Le temps de manger aux heures de la soupe, et le repos terminé, il faut reprendre son ouvrage ou sa garde. Songez que sur 24 heures, je dors 3 heures. Et encore, elles ne se suivent pas toujours. Au lieu d'être 3 heures consécutives, il arrive souvent qu'elles sont coupées de sorte que je dors 1 heure, puis une deuxième fois 2 heures. Tous mes camarades éprouvent les mêmes souffrances. Le sommeil pèse sur nos paupières lorsqu'il faut rester 6 heures debout au créneau avant d'être relevé. Il n'y a pas assez d'hommes, mais ceux des dépôts peuvent être appelés et venir remplacer les évacués ou les disparus. Un renfort de 20 hommes par bataillon arrive, 30 sont évacués. Il n'y a pas de discipline militaire, c'est le bagne, c'est l'esclavage. Les officiers ne sont point familiers, ce ne sont point ceux du début. Jeunes, ils veulent un grade toujours de plus en plus élevé. Il faut qu'ils se fassent remarquer par un acte de courage ou de la façon d'organiser défensivement un secteur qui paie cela le soldat. La plupart n'ont aucune initiative. Ils commandent sans se rendre compte des difficultés de la tâche ou de la corvée à remplir. En ce moment, nous faisons un effort surhumain. Il nous sera impossible de tenir longtemps. Le souffle se perd. Je ne veux pas m'étendre trop sur des faits que vous ne voudriez pas croire, tout en étant bien véridique. Mais je vous dirais que c'est honteux de mener les hommes de la sorte, de les considérer comme des bêtes. Voilà, j'ai lu jusqu'à la petite... juste, je rajouterai un petit truc. Dans le Tardy de la guerre de 14, dans un des... Il met un lexique de termes. Et alors, il y a dans les termes, évidemment, il y a toujours un peu d'argot, évidemment, dans toutes les situations resserrées ou en difficulté, on invente des mots, dans les quartiers, bon. Puisqu'il y avait des poilus, forcément, les poilus, c'est ceux qui ne s'étaient pas rasés. Donc, c'est ceux qui étaient déjà depuis un moment dans les boyaux ou anciens. Sur les créneaux, les anciens. Et donc, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, etc. Bon, eh bien, quand il y avait la relève, ils s'appelaient les épilés. Oui, oui. Tel quel. C'est terriblement, terriblement terrible et finalement pas vilain du tout. Enfin, c'est un mot. Voilà. Et ce sont ces mots-là que vous aimez? Oui, parce que c'est des mots de réalité. Oui, il y a les épilés, quoi. C'est ceux qui étaient rasés de frais. Alors, ils ont trouvé un mot, épilé. C'est terrible, mais c'est terriblement vrai et terriblement simple. C'est terriblement simple. C'est pour ça que c'est les vrais mots. Et actuellement, on va dire, grosso modo, le milieu de la politique politicienne et de l'entreprise nous invente à tour de bras des néologismes et des mots qui ne veulent plus rien dire. L'autre jour, je raconte ça, il y a quelques temps de ça, d'ailleurs ça m'a provoqué un petit peu une chanson comme ça. Le maire de Bourg-en-Bresse, qui est par ailleurs un homme charmant, fait un petit discours lors de l'inauguration de la saison théâtrale du théâtre de Bourg-en-Bresse. Et il dit... cette année, nous allons faire un effort tout particulier pour accueillir le public empêché. Seulement, il ne le dit pas comme épilé avant. Là. Il voulait dire les pauvres. Il ne peut pas dire pauvre, il ne peut plus dire pauvre. Personne ne peut dire pauvre. Empêché. Malheur de malheur. Empêché par qui? C'est ça. Par la société, par nous, hein, forcément. Allez, merci Raymond bien. Gary, merci. Merci à vous.